Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis l'été, et même peut-être avant. Effectivement, il y avait quelques autres projets et puis pas mal de boulot à l'hôpital, aux urgences, au SAMU, en SMUR, bref. Aujourd'hui, on va voir la colique néphrétique. Alors la colique néphrétique, c'est une pathologie qui est très fréquente, très très fréquente, puisque ça touche 10% de la population, majoritairement des hommes, et c'est une douleur lombaire, en tout cas c'est la douleur lombaire qui est la plus fréquente. Et pour être plus précis, sans semer le doute, la lombalgie aiguë a pour étiologie, le plus fréquemment en tout cas, une colique néphrétique. On va utiliser majoritairement 4 médicaments. Il y a 50% de récidive à 5 ans, 75% à 20 ans, vous imaginez. Et le seuil de 6 mm, c'est ce qui est retenu en général pour l'avis urologique, bien que parfois il faille d'autres avis, indépendamment de la dimension de la lithiase. Alors qu'est-ce que la colique néphrétique? Puisque je vous ai dit que c'était une pathologie fréquente, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était. Eh bien c'est un syndrome douloureux, lombo-abdominal, donc vous voyez syndrome qui regroupe plusieurs symptômes d'une douleur, souvent, lombo-abdominal, c'est-à-dire qui est au niveau des lombaires et irradie souvent au niveau des organes génitaux externes, ou en tout cas en direction, qui va devant, c'est quelque chose qui migre, qui est extrêmement intense, qui est dû à la mise en tension de la voie excrétrice. Ça peut être effectivement l'urtère avec quelque chose à l'intérieur, et ce truc à l'intérieur, c'est bien souvent, en tout cas dans 90% des cas, un calcul qui est dans 3 quarts des cas un calcul calcique majoritairement. Mais, et retenez bien ça, et j'insiste à nouveau sur ce point important, la cause de cette mise en tension, ce n'est pas toujours une lithiase. Parfois, il y a malheureusement autre chose, et c'est souvent pas des bons diagnostics quand c'est autre chose. Sauf pour la grossesse, bien sûr, quand bébé commence à prendre ses aises. Alors, le diagnostic, comment est-il fait? Il est déjà rapide mais précis. Je vous ai dit, c'est une douleur, ça fait mal. Donc évidemment, au premier plan, c'est la douleur qui est extrêmement intense. C'est une douleur qui est brutale, qui est unilatérale. Alors faire une colique néphrétique bilatérale, c'est quand même rare, extrêmement rare, je dirais même. Et cette douleur va vers les organes génitaux externes et il n'y a pas de position antalgique. C'est pour ça qu'on dit que la colique néphrétique, colique frénétique, le patient est vraiment extrêmement douloureux. Je vois, j'allais dire chaque semaine, presque chaque jour, mais je vais exagérer en disant ça, des patients presque à quatre pattes sur le brancard, pliés de douleur, avant qu'on leur administre les médicaments. Alors il y a des signes digestifs qui comprennent majoritairement des vomissements, des nausées liés à la douleur et des signes urinaires associés à type d'hématurie micro ou macroscopique et des dysuries. Il peut y avoir même des symptômes qui sont plutôt de l'ordre vraiment du bas urinaire, plutôt une dysurie initiale première qui est le reflet réellement de la plainte et de la venue du patient aux urgences. Il faut remettre bien sûr tout ça dans un contexte qui comprend l'environnement familial, les voyages, l'alimentation, l'hydratation, etc., les antécédents personnels, parce que vous allez voir, ça va complètement changer notre prise en charge et savoir s'il n'y a pas des médicaments que le patient prendrait qui peuvent être pourvoyeurs de colique néphrétique. Et malheureusement, des fois, certains antibiotiques, antiviraux ou autres sont malheureusement indispensables pour le patient et vont provoquer ce genre de symptômes. Il existe un score, je tenais à vous le mettre puisque c'est important de vous donner cette information. Vous allez comprendre pourquoi, puisque avec ces scores, de manière générale, on peut grader de manière plus ou moins importante notre probabilité de diagnostic. C'est un peu comme pour tout, hein. Je pense surtout à l'embolie pulmonaire de manière générale où on adore les scores. Et bien là pour la colique néphrétique il y a aussi un score qui n'est pas très connu, mais
pas très connue entre guillemets, mais qui est quand même intéressante de connaître, puisque plus il y a de points, plus on est dans le tableau caricatural. Alors comment prendre des points? Et ben pour le sexe, alors stone score, chaque lettre, un mot. Le sexe, si vous êtes un homme, 2 points. Si la douleur dure moins de 6 heures depuis la venue aux urgences, eh bien vous prenez 3 points. Et vous comprendrez donc une douleur qui dure, qui traîne depuis plus de 24 heures. Il faut se méfier. Méfiez-vous de ça. Un patient dont l'origine ethnique n'est pas noire gagne 3 points. Donc méfiez-vous, si vous voyez que vous avez un stone score qui est très faible, peut-être que c'est quand même une autre pathologie. En général, il y a des nausées et parfois quand même des vomissements avec une hématurie microscopique, mais qui n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic. Vous voyez, les paramètres sensibilité, spécificité, c'est pas ouf. Et effectivement, ce score, il est pas ouf. Mais moi, j'avoue que je l'utilise. De manière générale, j'utilise des scores dans ma pratique quotidienne, puisque ça m'aide d'une part pour avoir quelque chose de vraiment de evidence-based medicine, c'est-à-dire de ne pas faire au pif, et ça rappelle bien souvent les choses les plus importantes dans la clinique. Alors l'examen clinique, je vous ai dit comment se présente la pathologie. L'examen clinique, il se fait en même temps que l'antalgie. Sincèrement, n'allez pas voir un patient, ou si vous êtes externe ou interne, ça ne sert à rien d'aller voir un patient qui est plié en 4 sur le fauteuil. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez aucune information, hormis prendre des paramètres et vous dire « Ah oui, il est tachycarde, il est tachycarde parce qu'il a mal ». C'est une réaction adrénergique physiologique, tout comme avoir un peu de lactate quand on a très mal, puisque c'est adrénergique, c'est normal. Après, à 15 de lactate, c'est pas la même chose. Bref, petite parenthèse. Les paramètres vitaux et non les constantes, comme on l'entend bien souvent, parce que des constantes, par définition, sont constantes, les paramètres vitaux doivent être normaux, dans la limite de la discussion. Si à l'extérieur il fait 40, que le patient arrive après un effort physique, et après des vomissements avec une température tympanique et l'appareil qui est un peu qui est pas ouf, si vous avez un 38.0, peut-être que c'est un défaut de mesure. Voilà, donc normalement les paramètres sont normaux. Il peut être un peu tachycarde bien sûr, mais si le patient est fébrile, il faudra évoquer une infection, dont possiblement une pyélonéphrite obstructive. S'il y a une asymétrie tensionnelle, pensez à la dissection aortique, très rare, mais gardez-le en tête, c'est très important. S'il est très tachycarde ou hypertendu, c'est probablement une réponse adrénergique. En revanche, une forte hypotension artérielle avec une tachycardie, ça vous oriente peut-être vers quelque chose de l'ordre plutôt du choc. Et là, il faudra évoquer rapidement des choses. Chez une femme en âge de procréer, ça peut être une grossesse extra-utérine, ça peut être un syndrome aortique aigu. Malheureusement, ça s'est vu et ça se verra tristement encore. Et je l'espère de moins en moins avec les étudiants qui seront de mieux en mieux formés. Un choc septique, une ischémie mésentérique, bref, il y a le choix. Je vous énumère les choses importantes. Et l'examen abdominal et des lombes, on retrouve généralement un abdomen souple, sans défense. Parfois, il peut y avoir un ileus réflexe, ou alors on est dans des autres diagnostics, comme l'occlusion ou autre chose, que sais-je. La percussion lombaire est douloureuse. Alors évidemment, si vous tapez comme un Brutus, ça fait toujours mal, mais il y a quand même un ébranlement qui est un peu plus sensible d'un côté que de l'autre. La mobilité urinaire, on va y revenir après, mais l'hématurie microscopique n'est trouvée, vous voyez, que dans une importante, entre guillemets, majorité des cas, mais on n'est qu'avec une sensibilité de 67% et une spécificité de 95%, ce qui est correct, certes, mais la sensibilité, avec l'examen clinique correspondant, on n'a que 73% de sensibilité, donc effectivement, c'est pas extrêmement satisfaisant, mais c'est déjà pas mal. Maintenant que vous avez, dans l'ordre chronologique, j'ai voulu faire ce topo vraiment comme si vous voyiez le patient, il faut rapidement avoir en tête les facteurs de gravité, puisqu'ils vont vous servir de décision, au final. Quels sont-ils ? Eh bien, pour vous en rappeler, il y en a 7 qui forment un mot. Le mot, c'est dysurie. Donc la douleur persistante extrêmement intense, qui vraiment ne cède pas, même au palier 3, ça doit
vous orienter vers peut-être en tout cas une autre pathologie. Vous devez obtenir une nostalgie, même si effectivement c'est très douloureux, avec un peu de morphine, mais 10 mg de morphine, il y a autre chose, possiblement. L'insuffisance rénale ou patient oligo-anurique et ou avec un sepsis, voilà, c'est un critère de gravité, et ça c'est plutôt la biologie ou la paraclinique qui va vous orienter vers ça. Et enfin, l'uropathie sous-jacente ou un patient traumatisé, un rein unique. Évidemment, vous vous doutez que si il est en train de flinguer son dernier rein, c'est pas commode. Une immunodépression en patient transplanté et ou une femme enceinte sont des facteurs de gravité pour lesquels vous allez devoir changer un petit peu votre prise en charge. Et pour vous en rappeler, c'est dysurie, donc c'est plutôt pas si compliqué. Les examens paracliniques, en plus de la bandelette urinaire, si on peut appeler ça du paraclinique, il y a l'examen biologique tout d'abord. Il n'y a pas d'indication à faire d'examen biologique si la colique néphrétique est simple. Donc vous avez eu les critères de gravité ou de complication. Voilà ce que c'est une colique néphrétique simple. C'est quand il n'y a rien de tout ça. Le patient est soulagé, vous avez mis du palier 1, éventuellement un peu de palier 3, mais clairement vous n'avez pas de doute, le patient en a déjà fait, il est soulagé, ça va mieux, bon, effectivement il n'y a pas besoin, je caricature un peu, mais voilà, chacun sera bon de juger les examens nécessaires. Si vous avez un doute, faites une prise de sang, et au moins vous levez effectivement cette hypothèse de complication biologique qu'est l'insuffisance rénale aiguë. La bandelette urinaire, je voulais préciser quand même un point, parce que rapidement on a des informations. Un pH inférieur à 6, ça doit vous orienter vers la formation, en tout cas à risque de cristaux d'acide urique. Les leucocytes et les nitrites, il y a un risque d'infection. L'hématurie microscopique, c'est surtout au début, 95% le premier jour, 65% le troisième. Vous voyez que si le patient vient au bout du troisième jour, il va falloir peut-être faire autre chose que simplement la bandelette urinaire. Et bien pour ça, on va passer à l'étape d'après qui est l'imagerie. Est-ce qu'il faut en faire une, oui ou non, et quand faut-il la faire? C'est bien souvent la question. Pour le délai, je pense que c'est vraiment la chose importante aux urgences, puisque à l'heure actuelle, on est un peu sous l'eau. Entre 12 et 48 heures, il y a une indication à faire une imagerie, par échographie ou scanner, si la colique néphrétique est simple. Ce qui est quand même majoritairement le cas. Donc vous voyez qu'en semaine, concrètement, vous pouvez laisser repartir le patient pour faire son imagerie. En revanche, s'il y a le moindre doute sur une complication, à ce moment-là, il faut faire une imagerie. Si vous avez le moindre doute, faites un scanner, ça vous rassurera, ça ôtera les diagnostics différentiels suspectés de votre esprit, et tout le monde sera au mieux, vous, y compris le patient. Alors l'échographie, quand, comment? L'échographie, c'est très bien. Par l'urgentiste, ça marche très bien. J'en fais, j'adore cette machine. C'est formidable. On voit plein de trucs. Effectivement, c'est quand même intéressant puisque ça limite l'irradiation. Donc surtout privilégié chez la femme enceinte et chez le patient jeune. Et on va voir après dans quel cas il faut faire le scanner. Injecté ou non? Alors, pas besoin de l'injecter. Ça, c'est l'examen de référence. Donc, scanner abdominal non injecté. Il y a quelques limites. Si le patient est vraiment obèse, IMC supérieur à 30, c'est plutôt le périmètre abdominal en réalité. Parce qu'un bodybuilder, c'est pas pareil. Et les lithiases relativement petites, 3 mm. Puisqu'on fait un low dose, on va faire une technique d'imagerie pour limiter l'irradiation du patient. Et donc, on va faire moins de coupes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir manquer à travers 2 coupes la présence de cette lithiase du calcul qui n'apparaîtra pas malheureusement à l'examen. Alors il faut l'avoir en tête. C'est relativement rare parce que souvent nos radiologues, en tout cas dans mon centre, nous indiquent parfois fréquemment des 2 mm, 1 mm, même si on a des protocoles de low dose par ailleurs. Eux ont les imageries complètes, enfin toutes les bandes. Le scanner abdominal est à injecter s'il y a un risque de complication et s'il y a un diagnostic différentiel suspecté, d'autant plus le patient âgé et ou vasculaire.
On va voir pourquoi, quels sont les diagnostics différentiels. Vous voyez pour les images, là sur l'échographie, il y a le cône d'ombre, le fameux, et ce truc hyper échogène, on voit la dilatation là, c'est notre calcul qui est encore vraiment au niveau du pied long, et ce cône d'ombre vraiment totalement anéchogène qui signe spécifiquement ce calcul. Et là, vous voyez que la flèche c'est assez grosse et les voies urinaires dilatées au niveau du bassinet. Alors les différentiels, gardez-les en tête, en espérant bien sûr que ce ne soit pas ça. Les plus fréquents, c'est la pyélonéphrite aiguë. Oh oui, ça peut arriver avec un petit 32 CRP qui passe pas très voyant, entre guillemets, qui n'est pas le plus flagrant cliniquement, puisque le patient est apyrétique. Peut-être a-t-il pris un paracétamol avant de venir, sait-on jamais. Et malheureusement, des fois, on fait des découvertes. On peut voir une tumeur des voies urinaires. C'est peut-être un infarctus rénal, auquel cas il faut absolument l'imagerie injectée. Vous voyez, pour les imageries situées en haut, à droite, là, toute cette infiltration au niveau de la graisse périrénale, voilà, c'est l'infection. Il y a même, c'est un peu plus noir ici, là. Bon, peut-être qu'il y a des trucs un peu anaérobie. Bon, c'est une infection, ça, clairement. Là, c'est notre tumeur qui est bien moche, un remaniement du parenchyme rénal vraiment sale, c'est moche. Et là, schlag en camembert, j'allais dire, qui signe l'infarctus rénal. Au final, vous voyez vraiment le parenchyme qui est bien vascularisé, bien dense, là, et là, absolument noir, j'allais dire, mais qui signe l'absence de perfusion rénale. Et les pathologies non neurologiques, la fissuration de l'aorte. Elle est redoutée, j'allais dire, tous mes internes me le disent, mais heureusement, c'est rare, parce que souvent c'est dramatique. Vous voyez l'image à gauche, en bas. Et les pathologies gynécologiques, c'est un peu plus fréquent. Les pnéumopathies, il y a vraiment une atteinte de la plèvre assez basse, mais il y a une symptomatologie un peu plus respiratoire tout de même. Les lumbagos, bien sûr, c'est possible. Et toutes les autres pathologies digestives du monde et de la Terre. Si vous en voulez, il y a de quoi faire. Pour la prise en charge, on y arrive, vous avez fait le diagnostic. J'espère que vous avez soulagé le patient avant d'en arriver au scanner injecté. Pour lui en tout cas, bien sûr, vous utilisez les paléens INS. Voilà, je pense que c'est le mot INS, kétoprophène, c'est vraiment à utiliser. Alors jusqu'au subfébrile je l'utilise si vraiment je vois que le patient il a 38,5. Bon, on va peut-être passer sur autre chose parce que c'est pas la peine de faire flamber entre guillemets une infection, même si la littérature se veut peu franche là-dessus. Bon, il faut soulager le patient clairement, aller jusqu'à la morphine si besoin. Normalement c'est censé passer. Voilà, la morphine on peut aller à quelques milligrammes, mais si l'ampoule de 10 mg passe, il se passe quelque chose. Les myorelaxants, les antagonistes alpha-adrénergiques, la tamsulosine, 0,4 mg, donc 1 par jour, pendant un mois. Ça, effectivement, ça fonctionne pour les calculs jusqu'à 7 mm. Dans les études, c'est jusqu'à 7 mm. Après, au-delà, c'est pas simplement ce petit truc qui va faire que ça va sortir et que ça va pas faire mal. La chaleur locale, ça peut aider. Un peu de chimiolyse, ça paraît être très compliqué, mais bon, si les urines sont acides, on va alcaliniser tout ça. Le feu, l'eau, le chaud, le froid. Bon, acide, on alcalinise. La restriction hydrique, non. Faut boire normalement, il n'y a pas besoin de leur dire de boire n'importe comment, le furosémide surtout pas, l'hyperhydratation surtout pas, faut boire normalement. Et l'avis urologique, s'il y a une complication, évidemment, s'il y a plus de 6 mm, alors à force je connais un petit peu mes confrères urologues, je sais très bien que si c'est un premier épisode de colique néphrétique, le patient est soulagé à 7 mm ou 8 mm, suivant où est le calcul, il va me dire c'est bon, il peut rentrer. Effectivement, ça passe. Donc 1 mm, vous voyez, dans 99% ça passe. Alors c'est très rare que ça passe pas. 5 mm, 60%. Plus de 9 mm, ça passe quand même. Ça peut passer quand même. Je me demande comment c'est possible. Enfin, je trouve ça très gros quand même, mais bon, ça peut passer. En tout cas,
Si c'est une récidive d'un même calcul, donc par exemple il est dans l'urtère vraiment haut, et vous le voyez, vous le revoyez le patient, malheureusement aux urgences. C'est pas bon signe de revoir les patients aux urgences. Mais vous le revoyez quelques jours après pour, pareil, une colique néphrétique, mais là le calcul il est dans l'urtère pelvien, là il faut aller le chercher. Voilà, là il faut aller le chercher et il ne sortira pas. D'accord. Donc le retour est possible jusqu'à 10 mm en général. C'est ce que certains disent ou acceptent. Maintenant moi je demande l'avis, même si je les connais. Je préfère passer pour, entre guillemets, l'imbécile, même si j'ai pas mal de connaissances sur ça. Pardon. Les points clés, 10% de la population, 2 hommes, une femme. Pardon, excusez-moi, vous voyez, je vais m'étrangler à la fin. Donc c'est très 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 douloureux pour le 3. 4 médicaments, les AINS, paracétamol, morphine, tamsulosin. 5 ans pour 50% de récidive. 6 pour 6 mm, c'est le seuil de la lithiase. 7 comme 7 critères de gravité, la dysurie. Et là, vous avez toutes les informations, vous pouvez gérer facilement. Les coliques néphrétiques ne vous feront plus du tout peur. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a convenu, effectivement, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas, oui, le livre Réussir ses études, apprenez sans limite, disponible dans la description. Allez-y. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.